Le message texte de la femme, « Je reste chez un collègue ce soir, ne m'attends pas ». Elle l'a regretté en quelques minutes. Le son de la notification coupa la soirée tranquille comme un couteau. David jeta un coup d'œil à son téléphone, s'attendant au message habituel de sa femme disant qu'elle serait en retard. Au lieu de cela, les mots sur l'écran lui glacèrent le sang. « Je reste chez un collègue ce soir. Urgence sur le projet. Ne m'attends pas. » Il le lut une fois, 2 fois, 3 fois. En 12 ans de mariage, elle n'avait jamais passé la nuit ailleurs sans en discuter au préalable. Pas d'appel téléphonique, pas d'explication, juste ce message froid et clinique. À 9h47 du soir un jeudi, David resta figé sur le canapé, la tête de leur Golden Retriever reposant sur son genou. La télévision bourdonnait, une comédie de situation qu'il regardait sans vraiment la voir. Son pouce plana au-dessus du bouton de réponse. Mais quelque chose l'arrêta. Un instinct, un sentiment agaçant dans ses tripes qui disait « Ne réponds pas encore ». C'est alors que son téléphone sonna. Numéro inconnu. Il faillit refuser l'appel, mais quelque chose le poussa à répondre. Est-ce David? Une voix de femme, tendue par une colère à peine contrôlée. Oui. Qui est-ce? C'est Rebecca. Mon mari travaille avec votre femme chez Thornfield Consulting. Le cœur de David se mit à battre la chamade. D'accord. Elle vous a envoyé un message texte pour dire qu'elle restait chez un collègue ce soir, n'est-ce pas? Le monde sembla basculer sur le côté. Comment avez-vous su? Parce que mon mari vient de me faire la même chose. Il a dit qu'il travaillait tard sur une urgence de projet. Sauf que voici la chose amusante, David, je viens d'appeler leur bureau. La sécurité a dit que tout le monde était parti à 7 heures. Le bâtiment est vide depuis des heures. La bouche de David devint sèche. Sa femme avait quitté la maison à 6h30, prétendant qu'elle devait retourner au bureau pour une réunion critique. « J'ai besoin que vous m'écoutiez très attentivement », continua Rebecca, la voix tremblante à présent. « J'ai localisé le téléphone de mon mari. Il est à l'hôtel Riverside, dans la chambre 304. Et je parie que votre femme y est aussi. » Les mots le frappèrent comme un coup physique. David se leva si vite que le chien glapit de surprise. Vous avez localisé son téléphone? Comment avez-vous fait, avec le partage familial? Il ne sait pas que je peux voir sa position. Il pensait être si intelligent. Un rire amer se fit entendre. Je suis dans ma voiture en ce moment, David. Je suis à 15 minutes de cet hôtel, et je pense que vous devriez m'y rejoindre. Attendez, L'esprit de David s'emballait, essayant de comprendre, essayant de trouver une explication alternative. Peut-être y avait-il une erreur. Peut-être. Chambre 304, à l'hôtel Riverside, dans 15 minutes. Si vous voulez la vérité, soyez là. Elle raccrocha. David resta au milieu de son salon, le téléphone serré dans la main, ayant l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. La maison qu'ils avaient achetée ensemble il y a 5 ans ressemblait soudain à la maison d'un étranger. Les photos sur le mur, leur mariage, les vacances, les anniversaires semblaient se moquer de lui depuis leur cadre. Il regarda de nouveau le message de sa femme. Si désinvolte, si froid. Ne m'attends pas. Son premier instinct fut de l'appeler, d'exiger une explication, de lui donner une chance de s'expliquer. Mais quelque chose l'arrêta. Si Rebecca avait raison, si la situation était ce qu'elle semblait être, alors appeler ne ferait que les avertir. Ils auraient le temps de coordonner leurs histoires pour créer un mensonge plausible. David attrapa ses clés avec des mains tremblantes. En se dirigeant vers la porte, il s'aperçut dans le miroir du couloir. Il semblait pâle, presque fantomatique. À quand remontait la dernière fois où il s'était vraiment regardé? À quand remontait la dernière fois où il avait vraiment regardé son mariage? Le trajet jusqu'à l'hôtel Riverside dura 18 minutes. David s'en souvenait à peine, fonctionnant sur pilote automatique tandis que son esprit ressassait 1000 possibilités. Chaque scénario était pire que le précédent. Il se gara sur le stationnement et repéra immédiatement un véhicule utilitaire sport argenté avec une femme assise sur le siège du conducteur, le moteur en marche, fixant le 2e étage de l'hôtel. Elle semblait avoir environ son âge, au début de la quarantaine, avec des cheveux sombres tirés en arrière en une queue de cheval. Même de loin,
il pouvait voir la tension dans ses épaules. David se gara à côté d'elle et sortit. Leurs regards se croisèrent à travers les vitres, et à cet instant, deux étrangers partagèrent un regard d'une compréhension parfaite et terrible. Ils étaient sur le point de découvrir une vérité qui allait briser tout ce qu'ils pensaient savoir. Rebecca sortit de son véhicule, et David remarqua qu'elle tenait son téléphone comme une arme. Ses yeux étaient rougis mais secs, ayant dépassé les larmes pour atteindre quelque chose de plus dur et de plus dangereux. « David » demanda-t-elle, bien qu'elle le sût déjà clairement. « Oui. » Sa voix sortit péniblement. « Chambre 304 » Elle fit un signe de tête vers le deuxième étage. La troisième fenêtre en partant de la gauche. Les lumières sont allumées. Je suis assise ici depuis 10 minutes à essayer de décider si je suis folle, si cela se produit vraiment. David leva les yeux vers la fenêtre. Une chambre d'hôtel ordinaire, les rideaux partiellement tirés. Derrière cette fenêtre, sa vie entière était peut-être en train de s'effondrer. Sa voiture est juste là. Rebecca montra du doigt une berline noire 3 places plus loin. Je la reconnaîtrais n'importe où. Je l'ai aidée à la choisir l'année dernière pour son anniversaire. Le détail frappa David plus durement qu'il n'aurait dû. L'intimité mondaine de choisir une voiture ensemble, de préparer le petit déjeuner, de partager un lit, tout en planifiant une trahison. « Depuis combien de temps avez-vous des soupçons » demanda David. Rebecca rit. Un son totalement dépourvu d'humour. C'est bien ça le problème. Je n'en avais pas. Pas vraiment. Il y avait de petites choses. Peut-être travailler tard plus souvent, plus protecteur avec son téléphone, mais je lui faisais confiance. N'est-ce pas pathétique? Elle se tourna pour regarder David directement. Et vous? Je n'en avais aucune idée, admit David. Pas avant ce message texte il y a 30 minutes. Cela m'a juste semblé anormal. Elle n'avait jamais rien fait de tel auparavant. Ils travaillent ensemble depuis quoi, 8 mois. La mâchoire de Rebecca se serra. Le projet de fusion Thornfield. C'est à ce moment-là que cela a commencé pour nous aussi. Les nuits tardives, les urgences de travail. David se sentit malade. Sa femme avait rejoint l'équipe de Thornfield en mars, il y a 8 mois. Toutes ces soirées où elle rentrait épuisée, se plaignant des clients exigeants et des délais impossibles. Il avait été d'un grand soutien, compréhensif. Il avait pris en charge une plus grande partie des responsabilités ménagères. Il lui avait dit qu'il était fier de son travail acharné. Il avait été tellement idiot. Alors, que faisons-nous? Demanda David. Frapper à la porte? L'expression de Rebecca se durcit. J'ai le passe-partout. Quoi? Comment? Elle brandit une carte magnétique. J'ai travaillé à la réception d'hôtel pendant mes études universitaires. Je sais exactement quoi dire. Pendant que je vous attendais, je suis allé dans le hall, je leur ai dit que je logeais dans la 304, mais que je m'étais enfermé dehors. Je leur ai montré ma pièce d'identité. Rebecca Williams. Mon mari s'est enregistré sous son nom, mais ils y ont à peine jeté un coup d'œil, et ont remis la clé sans y penser à 2 fois. David la fixa avec un mélange d'horreur et d'admiration. Elle avait planifié cela, pensant clairement alors que son monde s'effondrait. Il ne sentait même plus ses mains. Je veux que vous sachiez quelque chose avant que nous montions, dit Rebecca. Je ne fais pas ça par vengeance. Je le fais parce que j'ai besoin de le voir de mes propres yeux, car si je ne le fais pas, il me manipulera. Il me dira que je suis paranoïaque, que j'imagine des choses. J'ai besoin de preuves. Je comprends, dit David, bien qu'il n'en fût pas sûr. Une part de lui voulait remonter dans sa voiture et partir, vivre dans l'incertitude plutôt que d'affronter ce qui l'attendait derrière cette porte. Mais il suivit quand même Rebecca, traversant le stationnement et montant les escaliers extérieurs. Chaque pas donnait l'impression de marcher vers une exécution. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Ils atteignirent la porte marquée 304. De l'intérieur, David pouvait entendre la télévision, une chaîne d'information, le volume bas. La normalité mondaine de la situation lui donnait envie de crier. Rebecca le regarda une dernière fois. Prêt? Il ne l'était pas. Il ne le serait jamais. Mais il hocha la tête. Elle glissa la carte magnétique dans la serrure. La lumière clignota en vert. Le mécanisme cliqua.
Rebecca poussa la porte. La scène devant eux était presque décevante par sa banalité. Une chambre d'hôtel comme des milliers d'autres. Des œuvres d'art génériques sur les murs, un grand lit avec des couvertures froissées, des vêtements éparpillés sur des chaises. La femme de David était assise sur le bord du lit dans un peignoir d'hôtel, les cheveux humides après une douche récente. Le mari de Rebecca se tenait près de la commode en jean et en maillot de corps, 2 verres de vin à la main. Ils se figèrent tous les deux pendant un moment. Personne ne bougea. Personne ne respira. La télévision continuait de parler des marchés boursiers et des modèles météorologiques. Puis la femme de David se leva lentement, son visage perdant toute couleur. David, ne. Le mot sortit plus durement qu'il ne l'avait voulu. Ne dis pas mon nom. Ne dis rien. Le mari de Rebecca, l'homme que David reconnaissait maintenant des événements de l'entreprise, l'homme avec qui il avait échangé des poignées de main et fait la conversation, posa les verres de vin avec des mains tremblantes. Rebecca, ce n'est pas. Ce n'est pas quoi, James? Ce n'est pas ce que ça a l'air d'être? La voix de Rebecca était de glace. Tu es dans une chambre d'hôtel avec une autre femme, sortant de la douche, du vin à la main. S'il te plaît, éclaire-moi. Qu'est-ce que c'est exactement? Nous étions juste en train de parler, essaya la femme de David. Elle s'appelait Sarah. Il pouvait à peine y penser maintenant sans se sentir malade. Le projet. Cela a été tellement stressant. Dans une chambre d'hôtel, David retrouva sa voix. Vous aviez besoin d'une chambre d'hôtel pour parler de travail. Vous ne pouviez pas parler au bureau, dans un café, n'importe où qui ne soit pas équipé d'un lit. Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. Tu ne comprends pas. Alors aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre pourquoi tu m'as envoyé un message texte au lieu d'appeler. Pourquoi tu as menti sur l'endroit où tu étais. Pourquoi tu portes un peignoir d'hôtel. Les larmes débordèrent. Et David ressentit une poussée de colère si intense qu'elle l'effraya. Comment osait-elle pleurer? Comment osait-elle essayer de le faire se sentir coupable alors qu'elle était la coupable? Sortez, dit doucement Rebecca. Tout le monde se tourna pour la regarder. Vous deux, continua-t-elle, en regardant David, j'ai besoin de parler à mon mari seul, et vous avez besoin de parler à votre femme. Mais pas ici. Pas comme ça. Elle avait raison. David savait qu'elle avait raison. Ce n'était pas l'endroit pour la conversation qu'il devait avoir. Sarah, dit-il, sa voix étrange et distante à ses propres oreilles. Habille-toi. Rejoins-moi à la maison dans 1 heure. Si tu n'y es pas, ne te donne pas la peine de revenir du tout. Il se retourna et sortit, laissant la porte ouverte derrière lui. Il ne se faisait pas confiance pour rester dans cette pièce une seconde de plus. Derrière lui, il entendit la voix de Rebecca, froide et contrôlée, commence à parler, James, et n'ose pas me mentir. David s'assit dans sa voiture, les mains serrant le volant si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Il ne pouvait pas encore conduire. Il ne pouvait pas se faire confiance au volant avec autant d'adrénaline circulant dans ses veines. Son téléphone vibra. Un message de Sarah. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je suis tellement désolé. S'il te plaît. Il le supprima sans répondre. Un autre bourdonnement. David, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu penses. Combien de fois avait-il entendu cette réplique dans des films, dans des livres? Il s'était toujours demandé comment quelqu'un pouvait être assez stupide pour y croire. Maintenant, il comprenait qu'il ne s'agissait pas de croire. Il s'agissait de vouloir désespérément qu'il y ait une autre explication. N'importe quelle explication qui ne signifierait pas que toute votre vie était bâtie sur des mensonges. Il démarra la voiture et rentra chez lui, prenant le chemin le plus long, ayant besoin de temps pour penser, ou peut-être pour ne pas penser, pour juste exister dans l'espace entre le savoir et la confrontation, entre son ancienne vie et ce qui allait suivre. Lorsqu'il se gara dans leur allée, la maison semblait exactement comme il l'avait laissée 40 minutes plus tôt. La lumière du porche allumée, la lampe du salon visible à travers la fenêtre. Tout était pareil, tout était différent. À l'intérieur, la chienne l'accueillit avec un enthousiasme confus, sentant sa détresse, mais ne la comprenant pas. David s'effondra sur le canapé et enfouit son visage dans ses mains. Depuis combien de temps cela durait-il? 8 mois, avait dit Rebecca. 8 mois de mensonges. 8 mois de travail tardif,
d'urgence de projets et de clients difficiles. 8 mois à rentrer à la maison pour lui, à dormir à côté de lui, à faire des plans pour leur avenir, tout en continuant avec James. La pire partie n'était même pas la trahison physique, bien que cela coupe assez profondément. C'était la tromperie, la nature calculée de la chose. Le message de ce soir, si désinvolte, si confiant. Ne m'attends pas. Comme si elle avait tout à fait le droit de découcher toute la nuit, comme si 12 ans de mariage signifiaient si peu qu'elle pouvait l'écarter avec une poignée de mots. Son téléphone sonna. Pas Sarah cette fois, Rebecca. Ne répondez pas aux appels de votre femme, dit-elle sans préambule. Pas encore. Je n'en avais pas l'intention, dit David. Bien. Écoutez, je dois vous dire quelque chose. James parle. Eh bien, il essaie de ne pas le faire, mais je le connais. Je connais chaque signe, chaque mensonge. Sa voix était plus assurée maintenant, une fureur contrôlée remplaçant le choc. Cela dure depuis 6 mois. 6 mois, pas 8. D'une certaine manière, la spécificité a rendu les choses pires. Ils se rencontraient 2 fois par semaine, parfois 3 fois. Il disait toujours que c'était pour le travail. Parfois c'était juste des verres, parfois. Elle fit une pause. Parfois c'était des hôtels. Ce n'est pas la première fois. David sentit la pièce tourner. Plusieurs fois. De multiples hôtels pendant qu'il était à la maison à préparer le dîner, à promener le chien, croyant en son mariage. Il y a plus, continua Rebecca. Il prévoyait de nous le dire. Pas maintenant. Il n'était pas prêt. Mais finalement, il parlait de nous quitter, d'être ensemble. Les mots frappèrent comme des balles. Ils n'avaient pas seulement une liaison. Ils planifiaient un avenir ensemble. James pleure maintenant, dit Rebecca, d'un ton détaché, me suppliant de comprendre, disant qu'ils ne voulaient pas que cela arrive, qu'ils ont lutté contre cela, mais qu'ils sont tombés amoureux. Elle rit amèrement. Tombés amoureux comme s'ils étaient les victimes ici, comme si cela leur était simplement tombé dessus. Que allez-vous faire, demanda David. Je ne sais pas encore, mais je sais ce que je ne vais pas faire. Je ne vais pas leur faciliter la tâche. Ils veulent être ensemble. Ils peuvent le faire tout en payant des avocats, en divisant les actifs et en expliquant à tous ceux que nous connaissons pourquoi leurs mariages ont échoué. Une voiture s'engagea dans l'allée de David. À travers la fenêtre, il vit Sarah sortir, toujours dans ses vêtements de travail maintenant, se déplaçant lentement comme si elle marchait vers sa propre exécution. Elle est là, dit David. Ne la laissez pas contrôler le récit, conseilla Rebecca. Ne la laissez pas vous faire sentir coupable d'être en colère. Vous avez tout à fait le droit d'être en colère. Merci, Rebecca, de m'avoir appelé pour tout cela. Nous, les conjoints trahis, devons rester unis, dit-elle. Appelez-moi si vous avez besoin de parler. Je suis sérieuse. Ils raccrochèrent au moment où la clé de Sarah tournait dans la serrure. Elle entra, et David fut frappé par la petite taille qu'elle semblait avoir. Elle avait toujours été menue, mais maintenant elle semblait s'être repliée sur elle-même. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré, son maquillage étalé. David, commença-t-elle. 6 mois, dit-il. Pas ce soir. Pas la semaine dernière. 6 mois. Son visage s'effondra. Comment as-tu? Rebecca me l'a dit. Pendant que tu coordonnais probablement ton histoire avec James, sa femme obtenait la vérité de lui. David se leva, ayant besoin de l'avantage de la hauteur, ayant besoin de sentir qu'il avait un certain contrôle. 6 mois de mensonges, de multiples hôtels, et vous prévoyez de me quitter pour être avec lui. Ce n'est pas si simple. Alors explique-le-moi. Sa voix s'éleva malgré ses meilleurs efforts. Explique-moi en quoi c'est compliqué de coucher avec un autre homme alors que tu es marié avec moi. Explique en quoi c'est compliqué de me regarder dans les yeux tous les jours pendant que tu planifies ton avenir avec quelqu'un d'autre. Sarah s'enfonça dans la chaise en face de lui, tout son corps tremblant. Je n'ai pas planifié cela. C'est juste arrivé. C'est l'excuse que tu choisis. C'est juste arrivé. Tu t'es accidentellement retrouvé au lit avec lui plusieurs fois pendant 6 mois. Nous travaillions étroitement ensemble et il comprenait des choses sur mon travail que tu n'as jamais. Elle s'arrêta en réalisant ce qu'elle avait dit. Que je n'ai jamais quoi. Jamais compris, jamais pris à cœur.
David sentit sa colère se cristalliser en quelque chose de plus froid et de plus dur. J'ai soutenu ta carrière. Je t'ai encouragé à prendre ce poste. J'ai pris le relais à la maison pour que tu puisses te concentrer sur le travail. Et c'est ainsi que tu rembourses cela. Tu étais toujours si satisfait, dit Sarah, la voix brisée. Si satisfait de notre routine. Le dîner à 6 heures, la télévision après, au lit à 10 heures. Les mêmes conversations, la même vie. Année après année, James m'a fait me sentir vivante à nouveau. David fixa sa femme, cette femme avec qui il avait construit une vie, et réalisa qu'il ne la connaissait pas du tout. Donc, c'est de ma faute. Notre mariage était trop ennuyeux, alors il a fallu que tu ailles trouver de l'excitation avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce que je dis. C'est exactement ce que tu dis. Au lieu de me parler, au lieu de suggérer que nous changions les choses, tu as menti. Tu as triché. Tu m'as fait croire que tout allait bien pendant que tu tombais amoureuse d'un autre homme. Sarah enfouit son visage dans ses mains. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Quand allais-tu me le dire, demanda David. Ou alliez-vous simplement continuer ainsi jusqu'à ce que toi et James soyez prêts à faire exploser les deux mariages selon votre calendrier? Nous allions vous le dire à tous les deux le mois prochain, murmura-t-elle. Après les vacances. Nous ne voulions pas gâcher Noël. La cruauté désinvolte de la chose lui coupa le souffle. Le lendemain matin, David se réveilla seul dans la chambre d'Amy, momentanément désorienté avant que la nuit précédente ne lui revienne de plein fouet. Sarah avait dormi dans leur chambre. Ancienne chambre. Il se corrigea mentalement. Plus rien n'était à eux. Il la trouva dans la cuisine ayant l'air de n'avoir pas dormi du tout. Elle avait fait du café, une offre de paix qui semblait absurdement inadéquate compte tenu des circonstances. Nous devons parler, dit-elle doucement. Nous avons parlé hier soir. Non, tu étais en colère et j'étais sur la défensive. Nous devons vraiment parler. Elle s'assit à la table de la cuisine, la même table où ils avaient partagé des milliers de repas. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, mais s'il te plaît, écoute-moi jusqu'au bout. David se servit un café et s'assit, gardant ses distances. Bien, parle. Sarah prit une inspiration tremblante. James et moi, cela a commencé innocemment, en travaillant tard, en allant dîner après. Il traversait des problèmes avec Rebecca, et toi et moi étions dans une routine. Cela faisait du bien de parler à quelqu'un qui comprenait la pression du travail, qui saisissait mes frustrations. Beaucoup de gens ont des amis de travail, dit froidement David. Ils ne couchent pas avec eux. Je le sais, mais cela a dégénéré. Une nuit, nous avons bu trop de vin et nous nous sommes embrassés. Je l'ai immédiatement regretté. Je lui ai dit que cela ne pouvait plus se reproduire. Elle baissa les yeux sur ses mains. Mais c'est arrivé. Et puis cela a continué d'arriver. Et quelque part en cours de route, j'ai commencé à avoir des sentiments pour lui. Tu es tombée amoureuse de lui tout en étant mariée avec moi. Oui. Au moins, elle n'essayait pas de le nier. Mais je t'aime aussi, David. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Il rit amèrement. Tu as une drôle de façon de montrer ton amour. 6 mois, Sarah. Une demi-année à me mentir en face chaque jour. J'essayais de comprendre ce que je devais faire. J'étais confuse, déchirée entre deux vies. Alors tu as choisi d'avoir les deux. Me garder comme le mari sûr et stable tout en explorant ta romance excitante avec James. David posa sa tasse de café plus fort que prévu. As-tu déjà pensé à moi, à ce que cela me ferait quand je le découvrirais? Je pensais que peut-être tu n'aurais jamais à le savoir, que je mettrais fin à cela avec James et que les choses redeviendraient normales. Mais tu n'y as pas mis fin. Tu as continué à le voir. Tu as réservé des hôtels avec lui. Tu as planifié un avenir avec lui. Le téléphone de Sarah vibra sur la table. Elle y jeta un coup d'œil et tressaillit. James, demanda David. Elle acquiesça. Il demande si nous allons bien, si nous avons parlé. Quelle considération de sa part. David se leva. Je veux que tu quittes la maison aujourd'hui. David, s'il te plaît. Tu n'as plus le droit de dire s'il te plaît. Tu n'as pas le droit de demander de la compréhension, du pardon ou du temps. Tu as fait tes choix. Maintenant, vis avec.
C'est ma maison aussi. Alors appelle un avocat. Commence le processus parce que nous avons terminé. Sarah, peu importe ce que nous étions, peu importe ce que nous avions, c'est fini. Le caractère définitif de sa voix sembla briser ses défenses. Elle se remit à pleurer, mais David ne ressentit rien. Aucune sympathie, aucun désir de la réconforter. Cet instinct était mort dans une chambre d'hôtel la nuit dernière. Son téléphone sonna. Rebecca encore. Excuse-moi, dit-il à Sarah, en passant dans l'autre pièce. Rebecca, tu es occupée? Elle avait l'air épuisée, terminant une conversation. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous rencontrer? Il y a quelque chose que vous devez savoir. Quelque chose que James m'a dit ce matin et qui change tout. L'estomac de David se noie. Qu'est-ce que c'est? Pas au téléphone. Pouvez-vous me retrouver au café Morrison dans 1 heure? Oui. Oui, j'y serai. Lorsque David retourna dans la cuisine, Sarah fixait son téléphone, des larmes coulant sur son visage. Et maintenant, demanda David, sa patience épuisée. James a rompu avec moi. Sa voix était creuse. Le message texte disait que Rebecca lui a posé un ultimatum. Rompre avec moi et essayer de sauver leur mariage ou elle prend tout dans le divorce. Il l'a choisi. David aurait dû ressentir de la satisfaction. Au lieu de cela, il se sentait juste fatigué. Donc, il était prêt à faire exploser nos 2 mariages, mais seulement tant que cela ne lui coûtait rien. Au moment où il y a eu de vraies conséquences, il a fui. Il a dit qu'il m'aimait, murmura Sarah. Il t'a menti tout comme tu m'as menti. C'est drôle comme ça marche. Sarah leva les yeux vers lui, dévastée. Que suis-je censé faire maintenant? Ce n'est plus mon problème. David attrapa ses clés. Je veux que tu sois parti d'ici ce soir. Va chez ta sœur, tes parents. Je m'en fiche, mais je veux que tu sois parti quand je reviendrai. Où vas-tu pour rencontrer Rebecca? Il s'avère que la personne en qui je peux avoir le plus confiance en ce moment est la femme de l'homme avec qui tu couchais. Pense à cela. Il la laissa assise là et conduisit jusqu'au Morrison, le café local où lui et Sarah avaient l'habitude de se retrouver pour le brunch du dimanche. Un autre souvenir entaché. Rebecca y était déjà, assise dans une cabine au fond. Elle avait l'air aussi détruite qu'il se sentait. Des cernes sous les yeux, les cheveux tirés en arrière de manière désordonnée, portant un pantalon de yoga et un pull trop grand. La femme polie de la nuit dernière avait disparu, remplacée par quelqu'un qui avait traversé une bataille. Merci d'être venu, dit-elle alors qu'il s'asseyait. Vous aviez l'air sérieuse. Que se passe-t-il? Rebecca sortit son téléphone. James m'a parlé ce matin. Il a vraiment parlé pour la première fois de notre mariage. Il est terrifié à l'idée que je le quitte. Terrifié de perdre les enfants, la maison, tout. Elle fit une pause. Alors, il m'a dit toute la vérité. Toute la vérité. Il y a plus que 6 mois d'hôtel. La partie de la liaison, c'est exact, mais il y a autre chose. Quelque chose qu'il prévoyait et dont vous devez être au courant. Elle glissa son téléphone sur la table, lui montrant une série de messages textuels entre James et Sarah. David les lut, son sang se glaçant. Ils ne prévoyaient pas seulement de quitter leur conjoint. Ils avaient siphonné de l'argent de comptes conjoints. Sarah avait ouvert un compte bancaire séparé il y a 3 mois, un compte dont David ignorait tout, et y avait transféré des fonds de leurs économies. De petites sommes au début, puis des plus importantes, 28 000 € au total. James avait fait de même avec son argent et celui de Rebecca. Ensemble, ils avaient accumulé près de 60 000 € en préparation de leur nouvelle vie ensemble. Ils allaient nous prendre par surprise, dit doucement Rebecca. Nous quitter juste après les vacances. Prendre l'argent qu'ils avaient caché et prendre un nouveau départ. James avait même commencé à chercher des appartements à l'autre bout de la ville. David avait l'impression qu'il allait être malade. Elle m'a volé. Elle me vole depuis des mois, à nous deux. Et voici la meilleure partie. James dit que c'était l'idée de Sarah. Elle a suggéré qu'ils auraient besoin d'un coussin financier pour la transition. La femme que David avait épousée, la femme à qui il faisait confiance pour tout, avait prévu de le dépouiller et de disparaître. Que allez-vous faire? Demanda David. James rédige des papiers en ce moment, me transférant chaque centime plus la moitié de son compte de retraite.
Il a peur des accusations criminelles, et honnêtement, il devrait l'être. L'expression de Rebecca se durcit. Ce qu'ils ont fait, c'est du vol, de la fraude. Nous pourrions porter plainte. Le pourrions-nous vraiment? Mon avocate semble le penser. Au minimum, c'est une dissipation des actifs matrimoniaux, ce qui passe très mal dans les procédures de divorce. Elle se pencha en arrière. James est prêt à me donner presque tout pour éviter cela. La maison, la garde principale des enfants, 70% des actifs. Il veut juste éviter la prison et le scandale. L'esprit de David s'emballait. Sarah ne sait pas que vous êtes au courant pour l'argent. Pas à moins que James ne le lui ait dit, ce dont je doute puisqu'il l'a jeté sous le bus ce matin. Une idée se forma, froide et calculée. Et si nous ne lui disions pas encore? Et si nous la laissions penser qu'elle s'en est tirée? Les yeux de Rebecca se rétrécirent. À quoi pensez-vous? 3 jours plus tard, David était assis en face de Sarah dans le bureau d'une avocate, l'atmosphère lourde de tension. Elle avait passé les 72 dernières heures à lui envoyer constamment des messages pour s'excuser, le suppliant de lui donner une autre chance, affirmant qu'elle avait fait une terrible erreur. Il avait répondu de manière minimale, juste assez pour accepter cette réunion. Sarah pensait qu'ils étaient là pour une médiation, pour discuter d'une tentative de réconciliation. Elle s'était habillée avec soin, portant la robe bleue qu'il avait toujours aimée, ses cheveux coiffés comme ils l'étaient le jour de leur mariage. La manipulation était si transparente que cela aurait été drôle si ce n'était pas si pathétique. Merci à vous deux d'être venus. L'avocate, Madame Patterson, dit qu'elle était une femme sévère dans la cinquantaine que Rebecca avait recommandée. Monsieur Hay, vous avez demandé cette réunion pour discuter de la dissolution de votre mariage. Le visage de Sarah s'affaissa. Dissolution? David, je croyais que nous allions parler de thérapie de couple. Non, dit simplement David. Nous sommes ici pour parler de divorce et de vol. Vol? La confusion de Sarah semblait sincère. De quoi parlez-vous? Madame Patterson glissa un document sur la table. Madame Hay, connaissez-vous le numéro de compte se terminant par 7843 à la First National Bank? Sarah pâlit. C'est un compte d'épargne conjoint que vous partagez avec votre mari, continua Madame Patterson. Au cours des 3 derniers mois, vous avez effectué des retraits non autorisés totalisant 28 000 €, les transférant sur un compte séparé dont votre mari ignorait tout. Est-ce exact? C'est notre argent, des actifs matrimoniaux. J'en ai le droit. Vous avez le droit de faire des retraits raisonnables pour les dépenses du ménage et les achats connus, l'interrompit Madame Patterson. Siphonnez secrètement de l'argent pour financer votre départ prévu avec le partenaire de votre liaison. Cela s'appelle la dissipation des actifs matrimoniaux. Et dans cet état, c'est pris très au sérieux dans les procédures de divorce. Sarah regarda David, la panique remplaçant son calme prudent. Comment as-tu su cela? James a tout dit à Rebecca, dit David. Y compris votre plan de partir juste après les vacances avec votre argent caché. Il lui a déjà tout remboursé, d'ailleurs, avec les intérêts. Il le lui a dit. La voix de Sarah s'éleva. Mais il a dit, il a promis. Il t'a menti. Tout comme tu m'as menti. Choquant, n'est-ce pas? Il s'avère qu'on ne peut pas faire confiance aux personnes qui trompent. Madame Patterson présenta d'autres documents. Voici ce qui va se passer. Madame Hay, vous avez 2 options. Option 1, vous rendez chaque centime que vous avez pris plus la moitié de votre compte de retraite en compensation de la détresse émotionnelle et de la rupture de la confiance conjugale. Vous acceptez un divorce rapide et non contesté où monsieur Hay garde la maison, la voiture et la plupart des liquidités. Vous obtenez vos effets personnels et tous les meubles dont il est prêt à se séparer. C'est insensé. Je me retrouverai avec presque rien. Option 2, continua calmement Madame Patterson. Monsieur Hay porte plainte au pénal pour vol et fraude. Le procureur du district est une de mes amies et elle est très intéressée par les crimes financiers. Vous feriez face à des accusations de crime, à une possible peine de prison et à un scandale public qui détruirait votre carrière chez Thornfield Consulting. Sarah se tourna vers David, en larmes. Tu ne me ferais pas ça. Tu m'aimais. J'aimais la personne que je croyais que tu étais, dit David. Cette personne n'existe pas. Et oui, je porterai absolument plainte. Tu m'as volé, Sarah.
Tu m'as menti tous les jours pendant 6 mois. Tu prévoyais de m'abandonner et de prendre mon argent. Pourquoi te montrerais-je de la pitié? Parce que c'est cruel. Parce que tu vaux mieux que ça. Je suis exactement aussi bon que je dois l'être. Ni meilleur, ni pire. Tu me l'as appris. Madame Patterson regarda sa montre. Vous avez jusqu'à 5 heures ce soir pour décider, madame est. Option 1, signer l'accord et rendre l'argent, ou option 2, nous portons plainte demain matin. C'est votre choix. Sarah les regarda à tour de rôle, prise au piège. Puis-je appeler quelqu'un? Mon avocat. Vous êtes la bienvenue, dit madame Patterson. Bien que je doive mentionner que monsieur est à la documentation de chaque transfert, de chaque frais d'hôtel, de chaque mensonge. Votre avocat vous dira la même chose que moi. Prenez l'accord. David se leva. 5 heures, Sarah, ne sois pas en retard. Il sortit, la laissant pleurer dans la salle de conférence. Dehors, Rebecca attendait dans sa voiture. Comment ça s'est passé? Demanda-t-elle alors qu'il montait. Elle est coincée. Elle acceptera l'accord. Bien. Rebecca sortit du stationnement. James a signé ses papiers ce matin. Je garde la maison, les enfants pendant la semaine et 70% de tout. Il doit aussi payer des séances de psychologue pour les enfants quand nous leur dirons. Quand le leur dites-vous? Ce week-end. Je veux être celle qui explique avant qu'ils ne l'entendent de quelqu'un d'autre. Elle lui jeta un coup d'œil. Et vous? Comment allez-vous vraiment? David réfléchit à la question. Je suis en colère, trahi, blessé, mais aussi soulagé. Est-ce mal? Pas le moins du monde. Je ressens la même chose. Rebecca sourit tristement. Je n'arrête pas de penser à toutes ces années que j'ai passées à être la femme parfaite, à cuisiner ses repas préférés, à soutenir sa carrière, à élever ses enfants, et il m'a remercié en couchant avec votre femme. Au moins, ils ont eu ce qu'ils méritaient, dit David. Ils perdent tout et ils ne s'obtiennent même pas l'un l'autre. James est déjà sur des applications de rencontres, dit Rebecca. Je l'ai vu sur son téléphone hier. Votre femme n'était qu'une parmi tant d'autres. Je pense que j'étais trop confiante pour le voir avant. Ils conduisirent en silence pendant un moment. 2 personnes dont la vie avait été détruite par l'égoïsme de 2 autres personnes. Que allez-vous faire maintenant? Demanda finalement Rebecca. Après le divorce. Je ne sais pas voyager, peut-être. J'ai toujours voulu voir l'Irlande. Sarah n'a jamais voulu y aller. Trop loin, trop cher, trop de planification. Il rit. Je n'ai plus à prendre en compte ce que veut Sarah. Je pense retourner aux études, dit Rebecca. J'ai abandonné mon programme de maîtrise quand je suis tombée enceinte de notre premier. Je l'ai toujours regretté. Vous devriez le faire. Peut-être que je le ferai. À 5h15, le téléphone de David sonna. L'avocat de Sarah. Monsieur est, ma cliente accepte vos conditions. Elle signera les papiers et retournera les fonds d'ici lundi. Bien, dit David et il raccrocha. C'était fini. 12 ans de mariage s'étaient terminés non pas par de l'amour ou une réconciliation, mais par des documents juridiques et des pénalités financières. Sarah repartirait avec une fraction de ce qu'elle avait essayé de voler. Sa réputation était endommagée, sa relation avec James terminée avant même d'avoir vraiment commencé. Un mois plus tard, David était assis dans sa maison désormais légalement et totalement, avec un verre de vin et une brochure de voyage pour l'Irlande. Le divorce avait été finalisé ce matin-là. Sarah avait déménagé dans une autre ville, pris un emploi dans une entreprise différente. Il avait entendu dire par des amis communs qu'elle luttait, qu'elle était seule, regrettant tout. Il ne ressentait aucune satisfaction face à sa souffrance, mais aucune sympathie non plus, juste rien. Elle était une étrangère qui avait autrefois vécu dans sa maison. Son téléphone vibra. Un message de Rebecca. Des vers ce soir. J'ai besoin d'une conversation d'adulte qui n'implique pas d'avocat ou d'ex-conjoint menteur. David sourit. Au Morrison à 7. On se voit là-bas. Il n'était prêt pour rien de romantique. Il ne le serait peut-être plus jamais. Mais l'amitié avec quelqu'un qui comprenait exactement ce qu'il avait traversé. C'était quelque chose qui valait la peine d'être vécu. Alors que le soleil se couchait à travers la fenêtre de son salon,
David leva son verre pour porter un toast solitaire. Au nouveau départ, aux leçons durement apprises, au fait de ne plus jamais ignorer ses instincts quand quelque chose semblait anormal. La chienne s'approcha et posa sa tête sur son genou, et David la gratta derrière les oreilles. « Juste toi et moi maintenant, ma fille, dit-il. Et tu sais quoi? C'est suffisant. » Pour la première fois depuis des semaines, il le pensait vraiment.